Et l'entreprise d'insertion avec laquelle M. Sully et moi nous sommes présents aujourd'hui, c'est Tremplin, qui est une entreprise d'insertion qui a aujourd'hui 25 ans d'activité dans un domaine très précis et particulier où nous avons commencé au tout début, qui est l'élagage en technique acrobatique. Voilà la particularité. Et de cette particularité, nous avons pensé à poursuivre une activité qui est celle, comme M. Charles l'expliquait, compte tenu du marché en Martinique, nous avons constaté qu'il y avait des bâtiments qui se faisaient, mais des bâtiments vitrés. Et nous nous sommes dit, avec les techniques acrobatiques que nous déployons pour l'activité élagage, nous pouvons aussi déployer pour le nettoyage des vitres sur les bâtiments. Et les personnes ont eu à faire une formation à Metz, la formation de technique de nettoyage en acrobatique. Et de là, nous est venu d'élargir les compétences des personnes en cherchant à les mettre en contact avec les entreprises classiques. Et puis, par la suite, nous avons eu à rencontrer la CACEM et de voir comment, effectivement, lors des marchés publics, on pouvait bénéficier de clauses d'insertion et permettre à ces salariés de bénéficier d'avantages d'acquisition dans les domaines qui nous étaient proposés. Aujourd'hui, nous sommes présents parce que nous avons répondu à un marché, comme il a été dit, un marché réservé de la DEAL. Et de ce marché réservé, nous avons pu, quand nous avons répondu à cet appel d'offres, bénéficier de ce marché et poursuivre l'activité ou sinon la démarche d'insertion professionnelle, puisque dans l'entreprise d'insertion, nous mettons déjà toute la partie sociale, mais il méritait pour les salariés présents entre 4 mois et 24 mois, il leur manquait la pertinence sur la professionnalisation. Et dans ce marché à clause, nous mettons effectivement l'accent sur la professionnalisation pendant ce parcours des 24 mois dans le cadre de ce marché. Voilà. Voici un peu le tableau sur la dynamique que nous impulsons au sein de nos entreprises par rapport à la clause d'insertion. La partie technique pour l'évolution des personnes en insertion, c'est M. Sully qui la maîtrise, qui la coordonne et qui l'accompagne. Maintenant, de temps en temps, nous faisons appel aux facilitateurs quand il s'agit de toute la partie d'ingénierie administrative, et la CACEM nous accompagne sur cette partie-là par rapport au maintien des personnes en activité, mais plus sur les fiches de présence, les fiches de pointage et puis, bien entendu, l'accompagnement social. Voilà. Je laisse la parole à M. Sully. Merci. Donc, bonjour. Donc voilà, donc nous avons répondu à un marché de l'ADL. Donc c'est un marché, comment dire, dans le domaine de l'environnement. Et puis, donc nous bénéficions, voilà, donc de l'éligibilité des candidats. Donc c'est avec le Pôle emploi, là nous avons les renseignements sur les personnes, sachant qui sont éligibles, ce sont les personnes qui peuvent entrer dans l'insertion. Voilà, donc les critères, c'est, bon, comme vous l'avez dit, hein, donc je ne maîtrise pas particulièrement les critères, plus M. Couteau, oui. Mais moi, je m'occupe, une fois les gens arrivent à l'entreprise, alors là, moi, je me charge justement de les faire monter en compétences. Alors, pour les critères, M. Charles, il les a énoncés tout à l'heure, ce sont les mêmes critères, hein, les personnes relevant de difficultés sociales et professionnelles, mais et rencontrant plus des frais pour la mise en emploi. C'est plus là. Et monsieur, je vais vous donner, avant de vous répondre, monsieur Jean-Larry a fait un point
précis et je pense que c'est très important. Quand il a fallu mettre en place les entreprises d'insertion dans les années 80, on parlait plus de personnes ayant relevant plus de milieu carcéral et tentant de les mettre en emploi. Aujourd'hui, ce n'est plus cela. Voilà, le frein que l'on peut aujourd'hui retrouver, c'est des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis plus de 2 ans. Et il arrive des fois que nous ayons des personnes ayant un BTS, un bac ou plus, licence, et que ces personnes soient sans emploi depuis plus de 2 ans et peuvent bénéficier, avec l'accord de la DIEC, de pouvoir entrer dans une entreprise d'insertion. Et ça, c'est un frein. Le deuxième frein, qui est le plus important et délicat en Martinique, c'est la mobilité. Le problème du transport en Martinique pour que les personnes puissent se déplacer pour aller au travail, c'est un frein qui est aujourd'hui pratiquement dans toutes les entreprises, quelles que soient classiques ou autres, mais c'est un frein qui fait que on retrouve ces personnes peuvent bénéficier effectivement d'un accompagnement sur cette démarche. Et puis, il y a un autre frein qui est le frein du logement ou autre. Mais bon, les deux qui sont plus prégnants, c'est ceux qui sont sans emploi, éloignés de l'emploi depuis quelques années, et ceux pour lesquels qui rencontrent des difficultés de mobilité. Voilà. Donc, pour revenir un peu à ce que dit M. Couteau, effectivement, nous avons vraiment un public varié à tous les niveaux. Donc, on peut avoir très bien ceux qui sont en milieu carcéral, nous pouvons avoir ceux qui sont, comme on dit, diplômés, et puis voilà, donc il y a monsieur tout le monde, mais eux, ils étaient un peu décrochés de la vie, de l'activité. Donc, ce sont ces genres de personnes que moi, que normalement, je dois les faire entrer, par exemple, dans un domaine particulier. Un exemple, l'ADL. Donc, l'ADL, c'est un marché où nous avons répondu, c'est un peu l'environnement, c'est le nettoiement des rivières. Donc, en même temps, nous devons de favoriser l'écoulement de l'eau, entretenir les berges, les rivières, faire tout ce qui est en bas. Donc, à ce moment-là, les personnes que nous avons, ils ne connaissent peut-être pas le métier. Ils ne connaissent pas les outils. Donc, en premier lieu, ce que nous devons faire, c'est déjà les amener à maîtriser le matériel. Ensuite, les apprendre un peu concernant l'environnement, le métier, la connaissance des arbres, la connaissance de tout ce qui est espèces, ensuite le travail en lui-même. Donc, nous devons aussi, en même temps faire appliquer ce qui était écrit dans donc, toutes les clauses techniques du travail. Ensuite, nous devons, leur apprendre certaines formations. Donc, il y a les formations de secouristes, parce que là, il faut connaître des secouristes. On les apprend aussi, comme je dis, l'entretien des appareils qu'ils utilisent, que ce soit la tronçonneuse, etc. Ensuite, nous les apprenons parfois en petite unité à diriger une petite équipe. Là, c'est au fur et à mesure. Donc, c'est pourquoi, et puis à l'issue aussi des comportements des personnes, hein, donc, et puis selon aussi leur niveau, donc ça favorise ou pas qu'ils évoluent un peu plus vite. Bon, pour vous dire que nous avons du personnel qui sont rentrés chez nous depuis des années, ils étaient un peu décrochés de le milieu scolaire. Et puis, à force de formation, eh bien, ils sont devenus quand même chefs d'équipe. Ensuite, après, chef de chantier, jusqu'à maintenant, il y a ceux qui s'occupent, qui sont pratiquement des responsables techniques au sein de notre société. Et puis, à l'issue de leur montée en compétences, comme nous avons aussi d'autres entreprises qui travaillent avec nous en collaboration, à ce moment-là, ils peuvent intégrer une entreprise classique. Donc, c'est à ce que moi, donc, je suis amené généralement à faire. C'est d'essayer de faire monter en compétence et puis donner un côté social, parce qu'on a quand même ceux qui sont un peu décochés, ceux qui sont, comme on dit, qui étaient peut-être dans la drogue, dans l'alcool. Donc, à ce moment-là, on essaie quand même de leur rendre, donc d'essayer de le mettre, comme on dit, sur le droit chemin. Donc, parfois, on arrive, mais on arrive quand même il y a plus quand même d'arriver que d'échecs. Est-ce que les acquis sont validés
de manière effective. Oui, monsieur Couteau. Oui, allez-y, c'est ouvert. Oui, oui, oui. Comme le disait M. Sully, puisqu'il y a un processus de formation qui est mis en place avec des structures extérieures, et ces acquis, à partir de cela, effectivement, on les valide. L'année 2019-2020, nous avons bénéficié d'un support je ne sais pas le Greta, mais bon, enfin, l'école du Robert, là, et qui nous a fait la validation des acquis pour à peu près 10 personnes dans l'entreprise. Et je pense que ces personnes, à l'issue de cette validation, ces personnes ont poursuivi une formation pour bénéficier de titres professionnels. Parce que quand on regarde bien, les entreprises classiques recherchent des personnes effectivement ayant véritablement des compétences dans les domaines particuliers précis. Et je pense que ce qui répond davantage pour eux, c'est le titre professionnel. Et c'est pourquoi nous nous attachons à leur faire bénéficier de titres professionnels actuellement pour la validation. Et alors, est-ce que ces personnes-là qui ont bénéficié de cette réinsertion, est-ce qu'elles peuvent se retrouver sur le marché du travail dans d'autres entreprises? Est-ce que vous intervenez pour impulser cette intégration dans d'autres entreprises, vous ou M. Charles Riadel, par exemple? Est-ce que... Le principe, c'est que les démarches d'insertion permettent à des gens éloignés de se rapprocher du marché du travail. Alors, dans le modèle le plus vertueux, le plus efficace, effectivement, assez rapidement, ces personnes se retrouvent dans des emplois classiques, dans des entreprises classiques. Et parfois, c'est un peu plus long, parfois, c'est un peu plus laborieux. Ce qui est certain, c'est que c'est l'État qui finance les postes de ces personnes et les structures d'insertion par l'activité économique. Et l'État, évidemment, demande à toutes les structures de présenter à l'issue du cursus d'insertion ce qu'on appelle des sorties positives des personnes en insertion. Alors, ça peut être l'emploi. Parfois, c'est une formation qui va décaler d'autant l'entrée dans l'emploi, on va dire classique. Mais l'idée générale, c'est quand même d'amener, moyennant une ou deux étapes, ces personnes à l'insertion dans l'emploi au sens le plus classique du marché du travail, le plus classique, donc, qui repose sur des compétences acquises pendant la période d'insertion, au mieux, dans l'idéal, comme ça arrive parfois, comme disait M. Gourtou, avec un titre professionnel à la fin. Ça, c'est l'idéal. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, parfois, c'est en 2-3 temps. Ça dépend. Mais ça reste quand même l'objectif. Et puis, comme disait M. Gourtou aussi, il faut bien voir de qui on parle. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui sont vraiment très éloignés de l'emploi. On arrive quand même à les réinsérer. Par exemple, j'ai visité l'autre jour une structure où on a réussi à transformer en cadre d'entreprise privée des gens qui étaient au départ des drogués. Il y a des miracles qui arrivent comme ça, mais il faut voir que, comme disait M. Coronto, l'insertion maintenant, c'est l'insertion des gens qui n'ont simplement pour caractéristique que d'être au chômage depuis plus de 12 mois ou d'avoir moins de 26 ans ou d'avoir plus de 50 ans. On est senior à 50 ans, donc il y en a peut-être d'autres dans la salle, je ne sais pas, mais ça peut être sur la base de caractéristiques comme ça qui ne permettent en rien de considérer que les personnes en question auraient une productivité moindre ou des perspectives professionnelles moindres que celles qu'on recrute par des canaux classiques. Oui, simplement pour dire que, je répète, je reprends en tant que la CACEM, au fait, propose une offre de service à d'autres maîtres d'ouvrage qui lancent aussi des marchés. Donc, nous, on intervient, c'est vrai, au niveau de nos propres marchés, mais aussi au niveau des marchés des autres. Alors, c'est vrai, là, l'objectif, ce serait effectivement que les personnes qui passent dans le cadre de la... Moi, je suis surtout sur la clause d'insertion, on parle aujourd'hui. L'objectif, c'est que ces personnes retrouvent un emploi stable dans une entreprise classique. C'est l'objectif.
hein. Moi, c'est surtout mettre les personnes dans dans des entreprises classiques ou d'insertion, peu importe, mais qu'elles retrouvent leur vie, qu'elles retrouvent le goût du travail, le fait de se lever le matin, de dire je vais travailler, j'ai un salaire et que je peux gérer mon salaire. Donc ça, c'est un travail qui se fait au fur et à mesure. C'est vrai que le profil change. M. Charles Yadel a encore dit juste, très juste, mais encore dit juste. Et donc, on n'est pas simplement sur des personnes qui sont très, 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 très éloignées. Il y a aussi des personnes qui ont eu des accidents de vie, on va dire ça comme ça, et qui se retrouvent au chômage après 1 an, 2 ans, et qui, voilà, et qui ont juste besoin qu'on leur mette le pied à l'étrier pour qu'elles recommencent à travailler et ensuite continuer à s'insérer dans la vie professionnelle. Julie, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe la parole à la salle? Nous n'avons pas grand-chose à dire, hein. C'était justement pour conclure un peu, pour dire que la première chose en milieu d'insertion, c'est de réapprendre à travailler, pratiquement donc de revenir au travail. Donc, c'est surtout la base numéro 1. Parce que, bon, lorsqu'on est un peu éloigné, on a un peu décoché socialement, c'est un peu plus difficile. Mais se lever le matin pour dire qu'on va travailler, ensuite avoir un salaire à la fin du mois, ça, c'est retrouver un peu de dignité. Donc là, on retrouve ça dans les yeux de ceux qui, justement, n'ont pas travaillé. Puisque, imaginons, donc, des gens qui se présentent devant moi pour me dire, bon, voilà, j'ai un BTS, c'est bon, bon, comme les nouveaux noms, je ne connais pas trop, qui me disent, voilà, monsieur, je voudrais travailler, si vous pouvez m'embaucher, je voudrais faire de l'espace vert. Je dis, mais tiens, mais c'est quand même un peu, voilà. Je me dis, bon, donc vous avez peut-être pu viser autre chose. Ils me disent, non, voilà, je ne travaille pas, j'ai un petit souci, je suis à l'assise, mais je voudrais déjà travailler. Donc là, voilà, donc lui, bon, il travaille avec nous depuis quelques mois, donc de temps en temps, j'évalue, donc je lui donne certaines tâches à faire, que maintenant, hier, j'étais en discussion avec un de nos responsables des sessions, je lui dis, bon, voilà, si un jour, nous sommes en train de chercher des encadrants, je l'ai déjà vu avec lui, donc on peut déjà faire quelque chose. Donc, pour vous dire que, voilà, on peut venir pour rentrer dans le milieu de travail et puis ensuite, on peut évoluer, voilà, selon ses compétences aussi. Mais le tout, c'est de retrouver une certaine dignité et le goût du travail. Vous répondez à une urgence ici ce soir. Merci, M. Chichi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on discute de clauses sociales et des marchés publics et qu'on s'adresse a priori à des entreprises, on retrouve le même genre de débat que tous les sujets de la commande publique. Est-ce qu'on se place du point de vue de l'acheteur public qui peut faire de la clause d'insertion un élément de sa politique d'insertion, ou est-ce qu'on se place du point de vue des entreprises pour lesquelles la question peut se poser de savoir quelle est l'utilité des clauses d'insertion? Et pour l'entreprise, ça peut être des éléments de différenciation, ça peut être des éléments d'attaque de certains marchés publics, indépendamment du fait que pour certaines collectivités, l'insertion est une fin en soi. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'une question dans la salle? Elle est où mon hôtesse? Elle est partie. Alors déjà, monsieur de la DEAL. Bonjour à tous, monsieur Lefebvre, DEAL. Alors, je voulais juste intervenir de l'autre côté, puisqu'en fait, on travaille avec M. Sully et quelque part, je suis un peu son employeur. Un paramètre qui n'a pas été évoqué, on a parlé de consultation et de critères sociaux. Une fois que l'entreprise est retenue, on traite l'entreprise comme n'importe quelle entreprise. Donc, le paramètre se traite uniquement dans la phase consultation. Après, évidemment, l'entreprise tremplin avec laquelle je travaille, avec laquelle la DEAL travaille, c'est une entreprise comme n'importe quelle autre entreprise. C'est un paramètre à bien retenir. C'est bien dans ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, qu'il y a une particularité. Pour nous, DEAL, évidemment, c'était une évidence, et c'est une évidence depuis longtemps, puisqu'on travaille avec l'entreprise Tremplin depuis 2015, je crois, de mémoire. On avait donc un premier marché de services de 4 ou 5 ans qu'on a renouvelé en 2019. On a cette fois-ci intégré une clause sociale obligatoire, parce que ça nous paraissait incontournable sur une thématique comme l'espace vert et l'entretien. Le chantier d'insertion était et devenait une évidence. Donc, je voulais juste préciser ce point-là et je voulais, sans faire de publicité à l'entreprise Tremplin, dire combien nous étions satisfaits du travail. On a parlé de public
peut-être pas difficile, mais on a vu que quelquefois, les gens pouvaient être cabossés par la réalité, mais il y avait du public de moins de 25 ans, de plus de 50 ans, mais globalement, dans l'entreprise et la qualité du travail réalisé au quotidien, ça ne pose aucun souci. Donc voilà, on en avait déjà échangé avec M. Sully, mais je vous le dire là aussi en public, eh bien, ce genre d'entreprise pouvait être parfaite adéquation avec le besoin et un travail réalisé avec les attentes, en tout cas qui satisfaisaient nos attentes. Voilà. Donc, vis-à-vis des autres collectivités qui feraient la demande, tout le monde accepte facilement que ce soit une société de réinsertion avec les problématiques que ça représente. Oui. D'insertion, pardon, d'insertion, oui, c'est bien ça. Vous n'avez jamais eu de remarques en vous disant non, on préfère une société classique plutôt qu'une société d'insertion? Alors, nous, en l'occurrence, DEAL, là, en l'occurrence, on était commandeur. Donc, oui, ce qui est important, ça a été dit, mais il faut aussi le rappeler, c'est de déterminer les besoins et de s'assurer qu'en face, il y aura bien une capacité d'entreprise qui font de l'insertion à répondre à la commande. C'est important parce que si vous avez en face, surtout sur un tout petit territoire comme la Martinique, pas la capacité opérationnelle, vous fermez un marché, c'était celui qui était en vision qui l'a bien expliqué, vous fermez un marché, voire il n'y a plus de concurrence possible et du coup, vous avez peut-être une entreprise qui fait de l'insertion, mais pas nécessairement au coût attendu. Donc, ce qui est important, c'est de toute manière la stratégie en fait des marchés publics, c'est de définir vos besoins et de voir en face qui peut y répondre. Sur les sujets comme l'espace vert, mais il n'y a pas que ce domaine-là, il y en a d'autres en Martinique, il y a une capacité opérationnelle, il y a 65 structures, ce que j'ai compris en face et qui peut répondre à cette dimension. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner sur cette série de structures. On le fait aussi idéal sur le sujet des sargasses, sur le sujet du ramassage des sargasses. Là aussi, on est un peu dans l'espace vert, en tout cas pour le ramassage sur les plages et tout ce qui est nettoyage des plages. Il nous paraissait évident qu'on pouvait s'appuyer sur ce genre de structure et là encore, les structures qui gèrent ce personnel d'insertion ne nous posent aucun problème. Donc, voilà. Très bien. Merci beaucoup, madame. Bonjour, je suis Claire Crespi, responsable achat au rectorat. Mais je voulais juste ajouter qu'il existe une autre clause sociale qui est la clause sociale de formation sous statut scolaire qui consiste à intégrer à accueillir un jeune de 16 à 25 ans qui est en situation de décrochage scolaire pour le réinsérer justement, pour lui permettre de reprendre goût d'une part à l'activité professionnelle et puis peut-être de le permettre de reprendre ensuite ses études. Voilà, donc c'est une condition d'exécution, d'accord, et qui peut être mise en œuvre si jamais la clause sociale d'insertion ne peut pas l'être parce que le sourcing vous a montré que ce n'était pas possible. Et le facilitateur ici en Martinique pour mettre en place cette clause sociale, c'est le rectorat. Il y a un service dédié qui s'appelle la mission de lutte contre le décrochage scolaire, qui donc repère ces enfants, enfin ces élèves en situation de décrochage, et qui peut donc vous fournir des profils qui seront en adéquation avec le profil de l'entreprise également. Excellent. Et ça fonctionne? Et ça fonctionne très bien. Oui, oui, tout à fait. Donc, dans les marchés du rectorat, en fait, on veille à insérer cette clause le plus possible. On a également passé une convention avec la préfecture pour que les marchés interministériels locaux aient recours à cette clause également. Et ça nous permet donc d'accueillir des jeunes dans ces entreprises qui sont attributaires de ces marchés publics. Un volume, grosso modo, une fourchette? Alors, je ne pourrais pas vous dire. Je peux vous dire que donc il s'agit de les accueillir 450 heures minimum. Ça peut être plus, mais en général, c'est à partir de ça dure 3 mois. Voilà. Et puis, ce sont des missions. Ça peut être de l'accueil, ça peut être de la logistique, ça peut être une aide opérationnelle. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu des cas où ils ont continué, ils ont passé des diplômes, ils ont continué leur formation? Oui. En général, je rejoins ce qui a été dit, il y a plus de réussite in fine que d'échecs. C'est-à-dire que ces jeunes, quand ils ont vu le marché, le monde de l'entreprise,
ils ont en fait retrouvé un sens, le sens de se lever et d'aller travailler. Et du coup, ça leur donne un objectif et certains, après, continuent leur bac pro ou leurs études. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Oui, bonjour. Tony Bocquet, je suis de la Chambre de commerce, je m'occupe beaucoup de formation. La question que je voulais poser, c'est un petit peu le prolongement de la remarque de la dame. Est-ce qu'on peut imaginer que dans le cadre d'une embauche de sous-insertion, qu'il puisse y avoir alternance? C'est-à-dire que on embauche un jeune en insertion. Alors, là-dessus, c'est l'entreprise qui a la charge de le former finalement, puisqu'il est censé ne pas connaître grand-chose. Est-ce qu'on peut imaginer que pendant qu'il est employé, il puisse entrer dans un dispositif de formation? Qui répond à la question? Monsieur Charles Riadel, Madame Saint-Paul? Pendant qu'il travaille, évidemment. Pendant C'est ça que j'ai parlé d'alternance. Voilà. Oui. Oui, c'est tout à fait possible. Donc, les heures d'insertion qui sont imposées à l'entreprise sont défalquées. Ils sont défalqués les heures de formation. Donc, c'est tout à fait possible. L'entreprise a plusieurs choix qui s'offrent à elle. Donc, dans l'embauche directe, ce soit un contrat, un CDD, ça m'est déjà arrivé des CDI, donc c'est rare, mais bon, il y en a quand même. Un CDI, un CDD, un contrat de qualification, un contrat en alternance, ça ne pose aucun souci. Donc, j'en ai d'ailleurs. Et il n'y a aucune condition particulière ou un processus particulier à suivre pour ces entreprises qui voudraient transformer cette insertion en contrat d'alternance? Non, en fait, non. Aucune difficulté, aucune. Non, il n'y a pas de difficulté particulière. On considère que l'entreprise fait sa part du marché, entre guillemets, en employant une personne en alternance. Et donc, les heures de formation sont considérées comme des heures d'insertion pour nous. Merci beaucoup. Oui, je confirme. Et de façon plus générale, les démarches d'insertion des personnes éloignées, enfin dites éloignées de l'emploi, comportent très souvent un accompagnement social quand c'est nécessaire, mais aussi des phases de formation, quoi. C'est-à-dire que l'insertion, c'est certes par le travail, mais ça peut aussi englober, en fonction de ce que font les structures d'insertion par l'activité économique, des phases plus ou moins importantes de formation. Et puis, par ailleurs, la vocation des gens qui sont en insertion n'est pas d'y rester. Donc, elles peuvent aussi poursuivre leur mission dans l'entreprise sous une autre casquette qui, cette fois-ci, serait l'alternance. On peut imaginer de l'alternance dans le cadre de l'insertion, mais on peut aussi imaginer que l'insertion soit courte et se poursuive par une formation, une qualification par l'alternance, voir l'apprentissage, c'est assez jeune. Merci beaucoup. Une question, M. Rosemin? Richard Rosemin. J'avais une observation et deux questions pour le consultant Visio. L'observation, c'est qu'après avoir, comment dirais-je, eu un succès dans le chantier d'insertion pour pouvoir aller dans une entreprise, le jeune de moins de 25 ans ou de plus de 50 ans sera handicapé s'il n'a pas les moyens financiers de pouvoir se déplacer tout seul. Parce que le transport public n'est toujours pas adapté à la mobilité des gens qui sont à faible moyen de revenus. Bon, j'avais deux questions pour le consultant. Il a dit tout à l'heure que 30% on pouvait demander 30% des heures pour les gens de moins de 25 ans dans un marché public, pour les habitants, les habitants locaux dans un marché public local. Et donc, on revient toujours sur le problème de l'interdiction de la discrimination de critères de proximité. Donc, est-ce que c'est vraiment valable? Parce que comme je m'occupe de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les collectivités, je ne voudrais pas les mettre en porte-à-faux. Et puis, la deuxième question, c'est qu'il a parlé de 70 000 € de seuil de commande sans publicité pour les marchés de travaux. Alors, je voulais savoir si la maîtrise d'œuvre de marché de travaux est considérée comme des travaux, parce que ça se fait dans les marchés d'État. On considère que les travaux commencent avec la maîtrise d'œuvre.
Personne? Personne ne répond? Oui, je sais, mais s'il n'est pas là, quelqu'un peut-il répondre à sa place? Ah, Monsieur Je peux Lefebvre. répondre sur la deuxième question, au moins sur le seuil des 100 000 euros. Donc, ce n'est pas 70 000, je pense que c'est une coquille parce que la réglementation a évolué 2 fois dans l'année. De ma part, elle est passée de 70 000 À 100 000. à 100 000. Donc, c'est bien 100 000 et c'est bien des prestations de travaux, des prestations intellectuelles et donc des prestations d'ingénierie, ce qu'on appelle de manière plus large. C'est des prestations intellectuelles et là, le seuil, il est toujours à 40 000. Donc, c'est bien des travaux et là, les travaux, la réglementation est claire, c'est des interventions sur le terrain. Ce n'est pas la partie ingénierie. Donc, la composante ingénierie se détache de ce seuil. Merci beaucoup. On a une autre question? Non, ça va. Monsieur Colombet, vous n'avez rien à dire? Là, j'ai Colcombé, une question, s'il vous plaît. Monsieur Colcombé, Est-ce- vous n'avez... Très bien, il y a une Excusez-moi. question Oui. là-bas. Bonsoir, donc Anne-Laure Record, je suis formatrice et consultante. J'ai une question en fait pour les entreprises classiques. Admettons que j'ai obtenu un marché public pour 5 ans. J'embauche des salariés pour la prestation, donc pendant 5 ans. Au bout des 5 ans, je n'ai plus le marché. Qu'est-ce que je fais de mes salariés? Est-ce qu'il y a une clause qui est prévue pour reprendre les salariés comme en droit privé quand on change d'employeur? C'est l'ancien article 122.12 du Code du travail, mais anciennement numérotation. Ou bien, donc est-ce qu'il y a une clause prévue dans les marchés publics pour ça? Ou est-ce que c'est l'entreprise de droit privé qui conserve sa masse salariale et qui doit peut-être procéder à des licenciements ou bien avoir déjà notre plan B, en quelque sorte, pour occuper ses salariés? Si j'ai bien compris votre question, lorsque vous répondez à un marché, je prends l'exemple de la CACEM qui lance des marchés souvent pour 5 ans, dans le nettoiement, etc. Il y a souvent une clause de reprise de personnel, ce qui est obligatoire. Donc, l'entreprise, la nouvelle entreprise qui est attributaire du marché a l'obligation de reprendre le personnel qui fait partie carrément, on va dire, qui fait partie du marché. L'entreprise s'y prépare. Il faut qu'elle le fasse en essayant de savoir qu'est-ce qui existe comme démarche de structure d'insertion et en quoi l'association avec ces structures lui donnera un avantage concurrentiel sur les futurs marchés publics. Accessoirement, que l'entreprise peut-être sensibilise l'acheteur public aux démarches d'insertion quand c'est son intérêt, sans bien évidemment sombrer dans le favoritisme qui serait à juste titre sévèrement puni. Mais il y a un discours à tenir vis-à-vis des acheteurs publics, mais également encore à bâtir pour l'entreprise, à qui il faut pouvoir démontrer que l'insertion, ça peut être un levier sur lequel elle peut surfer pour être encore plus performante. Par quel biais on arrive à cette discussion? Par quel biais avec les acheteurs publics? Est-ce que vous organisez des rencontres déjà? Est-ce que c'est une information que vous portez, vous, au niveau de la DIECT? Alors, non, c'est-à-dire qu'en fait, nous allons de plus en plus nous intéresser à la clause sociale. Le problème avec la DIECT, c'est qu'on est à la fois en soutien de l'insertion et en soutien du développement économique. Donc, effectivement, nous allons devoir, d'une manière ou d'une autre, contribuer à ce que se définisse au plan local un vrai discours. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai laissé les coordonnées de 2 personnes dans les slides, parce que nous sommes prêts à recevoir toute proposition émanant des entreprises de leurs représentants ou de leurs consultants éventuellement, et puis des collectivités locales, enfin collectivités acheteuses plutôt, sur comment on peut faire pour que la clause d'insertion soit une réalité, pas simplement au nom de l'insertion, mais également au nom de de la rationalité économique. Et donc, pour l'instant, je ne peux pas annoncer de structure d'instance, sauf à ce qu'on décide d'en créer une immédiatement. Mais non, c'est pas comme ça qu'on va faire. On va plutôt le souci de lancer une réflexion partagée et commune là-dessus. La forme que ça prendra, on verra. De toute manière, je pense qu'il y aura des annonces du gouvernement, puisque la stratégie 2015-2020 est arrivée à échéance. Et elle sera remplacée par une autre qui fera l'objet de consultation, je pense, à partir du mois prochain, du mois de mai, au plan national. Donc,
ça va être l'occasion d'en discuter. Le seul message que je crois devoir passer maintenant, c'est qu'il faut que tous on s'y prépare. On verra sur, le support après. Très bien. Merci beaucoup, Madame Sintrose. Juste pour rajouter une chose, alors sachez qu'au sein de la CACEM, il y a un facilitateur qui peut aider les maîtres d'ouvrage à inclure de la clause d'insertion dans leur marché. Nous avons une offre de service, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons quand même déjà avec quelques donneurs d'ordre. J'espère que ce sera encore plus après aujourd'hui. Simplement aussi pour dire que, bien sûr, moi, je suis j'exerce plutôt sur le centre de la Martinique et qu'il y a 2 autres facilitateurs dans les 2 autres collectivités et que nous travaillons déjà en réseau. Et c'est vrai que nous avons l'intention d'intensifier cette collaboration et de faire encore plus de promotion de la clause d'insertion. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous tous, Monsieur Charles-Riadiel. On n'a pas arrêté de vous solliciter. Madame Sainte-Rose, Monsieur Sully et Monsieur Courteau, merci beaucoup pour cette 2e table ronde. On vous applaudit.